les équipements. Comment vraiment faire de telle sorte qu'il y a ce capital humain, les ressources humaines, pour que le package de services par niveau de soins, notre système sanitaire c'est un niveau pyramidal de soins qui commence depuis la base, les soins de santé de base, soins au niveau hôpital de district, hôpital régional et les soins au niveau central des CHU et ainsi de suite. Donc, comment faire pour que tout ce système ait le minimum requis pour offrir les soins donc, toute la population. Ça, c'est la deuxième action. Et la troisième, vous comprenez avec moi, on a essayé de mettre un focus sur la qualité des soins. Je l'avais dit tantôt, il ne sert à rien de construire, il ne sert à rien d'équiper, il ne sert à rien de former le personnel les affectés. Et au bout de la chaîne, le citoyen lambda n'a pas les soins de qualité. Tous les éléments de qualité jusqu'à l'accueil. Et donc, il y a donc cette action qu'on a retenue dans le cadre de ce projet. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pu obtenir comme réalisation dans la mise en œuvre de ce projet phare du gouvernement? Commençons par la couverture maladie. Il y a un projet qui a pris forme parce que les prestations ont commencé en septembre dernier. C'est un projet d'accompagnement des femmes enceintes. Parce que par rapport à la mortalité maternelle qui est très élevée, parce que nous sommes à 401 pour 100 000 naissances vivantes, et l'objectif dans notre plan national de développement sanitaire, c'est de tomber à 250. Mais le projet phare du gouvernement, on dit c'est 100. Donc, il y a un projet qui a été mis en place pour accompagner les femmes pour réduire cette barrière financière. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes ne vont pas en consultation prénatale. Et du coup, au moment de l'accouchement, quand ça commence avec des complications, ça finit avec mort de femme ou mort de nouveau-né. Et ce projet, pour l'instant, est dans un objectif de progressivité, parce que d'emblée, quand on a fait la situation de tous les soins à donner à une femme enceinte jusqu'à terme et après l'accouchement, les 42 jours après l'accouchement, quand on a fait la situation, c'est énorme en termes de coûts. Donc, c'est un package qui a été retenu avec ces coûts qui sont dédiés à ce projet. Et ça a pris forme, c'est en train. Et c'est un projet qui a été même digitalisé. Parce que quand vous allez aux soins, c'est avec un code qui se génère quand on prend vos identités. Et c'est avec ça qu'on vous suit, qu'on suit la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement. Le deuxième élément de ce projet, de la couverture maladie, c'est l'adoption par le Parlement. C'est en octobre dernier. Je crois que c'est le 12 octobre que le Parlement a adopté une loi pour mettre en place l'assurance maladie universelle au Togo. Je rappelle que c'est environ 30% qui sont couverts. Donc maintenant, le Togo, on fait de telle sorte que toute la population puisse aller aux soins parce qu'il y a cette protection, ce mécanisme pour réduire les coûts. Et ça a été promulgué dans la même semaine, le 12, le 18, le président de la République a procédé à la promulgation donc, de cette loi. Donc, nous avons dans les prochaines étapes les tests d'application qui ne vont pas tarder à sortir pour que les citoyens puissent être enrôlés comme on le fait pour le fonctionnaire et ses ayants droit. Et ça va être très visible bientôt, puisque vous ne pouvez rien faire quand on parle encore d'assurance maladie où ça demande une contribution sans être encadré par un cadre légal et réglementaire. Voilà pourquoi, si vous regardez de près cette loi, il y a deux régimes. Un régime pour ceux qui peuvent contribuer, donc c'est l'assurance maladie obligatoire pour ceux qui ont donc, les moyens de contribuer. Donc, les fonctionnaires, les anciens qui sont dedans,
Les salariés du privé, le secteur informel, vous savez, le secteur informel, on sait, ils sont dedans, les indépendants, ainsi de suite. Maintenant, l'autre régime, le deuxième régime, c'est l'assistance médicale universelle. On voudrait que ceux qui n'ont pas les moyens, et on sait qu'ils existent, pour cotiser, il faut que l'État, avec ses partenaires, puisse mettre quelque chose pour qu'ils aillent aux soins. Je précise que là, le paquet de soins, il n'y a pas de différenciation en termes de paquet de soins et en termes de ticket modérateur à payer. C'est-à-dire qu'on s'est fait, c'est pas parce que je suis dans l'autre régime, dans ce régime que je vais aller, non, on a pris des garde-fous pour que les Togolais soient égaux devant les soins. Voilà ce que je peux brosser. C'est vrai, certes, il y a un projet déjà qui est ficelé, on est en train de voir par rapport au secteur informel, comme c'est un secteur critique pour les cotisations. Donc il y a un projet qui est là, qu'on est en train de mettre au point pour que ça puisse aider pour ce côté du secteur informel. Maintenant, je prends la deuxième action, le renforcement du système de santé, l'offre de soins. Il y a un gros projet, nous appelons ça, c'est le projet de service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle. Sécu, c'est un projet qui a reçu un appui de la Banque mondiale, qui est en train, on est pratiquement au beau milieu, hein, parce que les choses vont bientôt démarrer. Dans ce projet, il est prévu de mettre l'accent sur le système de base. Je vais bien dire, quand je dis système de base, c'est ce que nous on appelle dispensaire ou ISP type 1 ou ISP type 2. L'ISP type 2 différence avec l'autre, c'est que le type 2, vous devez mettre un médecin ou à la rigueur un assistant médical, ce qu'on appelle technicien supérieur de santé, et avoir une maternité dirigée par une sage-femme. Et donc, ça veut dire que quand vous mettez ce profil d'agent de soins, il faut que le plateau technique suive en termes de laboratoire, tout ce qui est aide au diagnostic, pour que ceux-ci ne se sentent pas désœuvrés. Donc, maintenant, l'hôpital de district, parce que c'est ce réseau d'unités de soins périphériques qui vont référer vers l'hôpital de district. Donc, on voudrait que cette base-là, cette de base-là, soit bien renforcée dans le cadre du projet. Bon, vu la limite de la cagnotte, à la phase 1, on a mis l'accent, on est en train de mettre l'accent sur les USP. Je parle du projet sécu. Il est prévu de construire 200 ISP, réhabiliter 300 ISP et les équiper. Que ce soit construction ou réhabilitation, il faut équiper. Parce que les anciens, là où on va réhabiliter, il est clair qu'il faut déclasser certains équipements et matériels. Et nous avons donc en vue, si possible dans la construction, de faire l'expérience des préfabriqués, des infrastructures préfabriquées. Donc des études sont en cours pour voir la faisabilité et y arriver. Donc vous imaginez 200 formations sanitaires, construction, équipement, et puis 300 réhabilitations, équipement, ça coûte. C'est de gros investissements. Voilà pourquoi lorsque j'ai été retenu pour venir siéger dans ce panel, j'ai dit, mais ça c'est Eureka, c'est déjà une bonne nouvelle. Nous allons venir partager pour que les investisseurs sachent que ceux qui n'ont qu'à s'intéresser à la santé et vraiment venir nous aider. Parce que le projet tel que j'ai dit, il y a eu appui financier de la Banque mondiale, c'est une partie que ça peut couvrir par rapport à ce qui est prévu. Donc il y a un gap à chercher. Je peux donner globalement, quand vous prenez ISP type 1 où il n'y a pas médecin, la construction va vous coûter 350 millions de CFA, 350 millions. Il faut faire la conversion. Alors, donc, vous voyez, parce que les choses vont galopant le coût de la vie. Et si vous multipliez par ce nombre que j'ai donné, vous n'êtes pas à moins de 110 milliards. Alors que c'est la base. Il y a l'hôpital de district.
Un hôpital de 10, pour le mettre en place, il y a le type 1, type 2. Et vous allez voir ce que nous on appelle. Ça, c'est l'organisation du système de santé togolais. Ça, c'est propre au Togo. L'hôpital de 10, nous entendons par l'hôpital de 10, 1. Vous avez l'hôpital avec les services de base, mais vous n'avez pas une antenne chirurgicale. Ça existe. Dans les 39 préfectures, il y en a comme ça. Et l'hôpital de 10, 2, la différence, vous avez ces services de base avec l'antenne chirurgicale. Qui dit antenne chirurgicale, c'est qu'il doit avoir imagerie à côté, donc au moins la radio standard et l'échographie et autres. Le scanner, ça c'est plus. Donc, pour y arriver, c'est que l'hôpital dit 1, vous êtes à pratiquement 1 milliard 2. Le 2, vous êtes à 1 milliard 7. Hein? Donc, je voudrais m'arrêter pour ça. Mais s'il faut monter, parce que avant qu'il y ait ce projet, il y avait déjà cette projection de renforcer tout le système, depuis la base jusqu'au CHU. Alors, les chiffres que j'ai pour un CHU, si c'est à construire, je ne peux pas dire, parce qu'on a 3, c'est à construire, nous sommes à 21 milliards, les CHU, nous sommes à 12 milliards. C'est les chiffres qu'on m'a donnés, tout neuf. Donc, je donne ces chiffres que vous voyez que, au Togo, si on demande mon avis, en ce moment, puisqu'on dit directeur de l'action sanitaire, je dois me prononcer, nous avons 3 CHU, il faut les renforcer. On ne peut pas dire qu'on va aller construire un nouveau. Il faut renforcer l'existant. Donc, ça veut dire qu'il faut réhabiliter et équiper. Les CHR, c'est la même chose que je recommande. Il faut donc renforcer dans la réhabilitation et l'équipement. En sachant que, en termes de santé mère-enfant, comme nous avons des difficultés, il peut y avoir un hôpital tout nouveau, mais qui se consacre essentiellement à cette dimension mère-enfant. Ça me paraît... je pêche pour les femmes et les enfants. Hein. Donc, les autres, on peut se débrouiller parce qu'il y a d'autres spécialités. On ne peut pas tout faire, parce que c'est une question de moyens. Voilà. Maintenant, je crois que, ayant développé cette partie, je peux dire que pour l'instant, c'est ce que nous avons fait, nous sommes en train de faire. Et s'il y a une mobilisation de ressources complémentaires pour combler le gap dans le cadre de ce projet, on développe les soins de base. Je crois que le Togo va aller loin vers la couverture santé universelle, comme on le dit, parce que c'est pas si évident. Pour la qualité des soins, nous sommes en train, avec les partenaires, dont l'OMS, GIZ, tout ça, on est en train déjà d'enclencher donc tout ce qu'on peut avoir en termes de procédures pour pouvoir vraiment amener les formations sanitaires, les structures sanitaires à se dire que la qualité des soins, c'est la troisième action, doit être une des priorités parce qu'on ne peut pas, comme je l'avais dit, on construit une équipe, on met les hommes, et puis on laisse ça tomber et les gens viennent, ils regardent comme ça, ils fuient, ils vont ailleurs. Donc on est en train de voir dans quelle mesure mettre les structures à... Bon, c'est une concurrence, hein, parce que s'il faut passer vers la qualification, la certification, tout ça là, ça demande, c'est une concurrence. Et ça pourra donner vraiment des résultats satisfaisants pour la santé donc, de nos populations. Voilà ce que je peux ramasser. Je pourrais ramasser donc sur le système de santé, particulièrement l'offre de soins et la couverture maladie, donc, ou la couverture santé universelle. Et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour ce balayage très clair au service de la facilitation à des soins de qualité à moindre coût pour l'ensemble des Togolais. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Nicolas Voirin, directeur général d'Epimode. Epimode qui nous vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc près de Lyon en France. Qui est Epimode, Nicolas? Okay. Merci beaucoup et merci pour l'invitation à ce panel. Epimode, c'est une entreprise privée avec 5 chercheurs qui proposent des services dans le domaine de la recherche scientifique. Voilà, donc nous conseillons les institutions publiques, privées, les hôpitaux, les ministères, les programmes,
l'industrie pharmaceutique par exemple, dans leur développement de produits et en vue de la mise sur le marché. Nous conseillons, nous concevons des études également. Nous analysons les résultats de ces études et nous valorisons et communiquons les résultats aussi. Bref, notre démarche est celle de la recherche scientifique, dont le but est d'être un moteur de développement et de progrès, que ce soit en Europe et en Afrique. En 2019, nous avons créé une filiale ici au Togo, dont les locaux seront inaugurés probablement au mois de décembre. C'est une activité qui va compléter ce que nous faisions déjà, puisqu'elle va permettre de mettre en place, de mettre en œuvre ici des études à visée de recherche scientifique. Voilà, je vais peut-être maintenant un petit peu élargir, ne pas parler de ce qu'on fait spécifiquement ici, mais élargir le contexte et la vision qu'on a par rapport à ça. Comme l'a expliqué le directeur général de l'action sanitaire, il existe une infrastructure, un système de santé bien développé au Togo, qui souffre bien sûr de quelques défauts, mais qui permet malgré tout d'envisager de faire de la recherche scientifique. Et je vais essayer d'illustrer comment ça peut être important pour le pays en particulier et aussi pour la sous-région, d'essayer d'utiliser ce système pour rendre visibles les améliorations de la santé. Et je pense que mon collègue, le Dr Mackay, pourra illustrer par son exemple la démarche dans laquelle on est entré. Dans un premier temps, il est déjà possible d'utiliser les données et les ressources du système de santé pour dresser des états des lieux du paysage de santé pour diverses maladies ici au Togo. Ce que nous disons pour le Togo ici est valable aussi pour la sous-région. Et faire ce travail-là, c'est faire des constats et c'est faire naître des questions qui permettent d'avoir de nouvelles idées d'intervention, de prévention, de contrôle, de gestion du système de santé, des ressources humaines. Ces questions peuvent être transformées en interventions, les tester sur le terrain. Celles-ci nous apportent des indications, des résultats factuels, mesurables, qu'on peut utiliser pour réorienter ces interventions ou bien faire naître de nouvelles questions. Voilà, c'est un moteur d'amélioration des systèmes de santé avec comme point focal la population et le patient. Je dirais que c'est un premier point. Le second est de rendre visible, moi je crois que le Togo est un pays modèle dans la sous-région, de par sa petite taille et le niveau de développement du système de santé, et que rendre visible les résultats de la recherche par des publications scientifiques qui sont évaluées par des experts dans d'autres pays, donc qui doivent être menées de façon rigoureuse et scientifique, eh bien c'est créer de fait une collaboration entre les pays de la sous-région. C'est rendre visible le travail d'un programme au Togo par un autre programme dans un autre pays. C'est échanger des idées lors de conférences, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est également donc une piste d'amélioration. Et bien sûr, tout cela n'est pas possible sans des ressources humaines. Et là, je voudrais évoquer le problème de la formation. C'est-à-dire que pour pouvoir mener de la recherche, que ce soit sur le terrain ou d'un point de vue plus théorique, il faut des gens formés pour cela, à un niveau Bac plus 5, doctorat. Donc effectivement, c'est ce que nous, dans l'entreprise, nous avons fait il y a quelques années en arrière, sur la base d'un projet sur le paludisme. Nous avons réalisé ce que je viens de dire, c'est-à-dire un état des lieux du paludisme,
que nous avons inclus dans un projet de doctorat, de thèse, qui est incarné par le docteur Bakaï, qui a été soutenu et valorisé ces dernières années, et qui maintenant va conduire à l'élaboration d'un plan de recherche et à de la formation de talents, des ressources qui sont recrutées sur place ici et qui seront formées ici sur place. Voilà, c'est un petit peu... donc je voulais un peu mettre en avant la recherche scientifique en tant que moteur de progrès. C'est valable dans le domaine de la santé, mais c'est valable dans beaucoup d'autres domaines également. Et bien sûr, ça nécessite un système de santé, des infrastructures sur le terrain, mais également à un plus haut niveau pour mener cela à bien. Merci beaucoup Nicolas pour déjà ce témoignage envers le directeur général de l'action sanitaire du Togo. Effectivement, les supports en matière d'infrastructure sont bons et en tout cas de nature, si j'ai bien compris, à accueillir positivement la recherche et à faire progresser le système de santé dans son ensemble et particulièrement en matière d'épidémiologie, puisque c'est votre support premier de recherche. Vous avez donc mentionné le docteur Bakaï Tchahabalo qui compose également ce panel, médecin-chercheur spécialiste en paludisme. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, effectivement, et puis compléter le propos de Nicolas, vous qui êtes présent ici au Togo. Merci. Je voudrais, avant tout propos, pouvoir saluer la présence du directeur général de l'action sanitaire et du gérant de l'entreprise Epimode au Togo, qui a fait le déplacement de Lyon pour participer à ce panel. C'est dire un peu vraiment l'importance que l'entreprise Epimode, par exemple, accorde aux questions de recherche et au soutien de la santé au Togo. Et je voudrais aussi remercier tous les panélistes présents dans cette salle et les panélistes qui nous suivent un peu partout dans le monde à travers ces 6e rencontres Africa. Pour compléter ce que le directeur d'Epimode a dit, il a tout dit. Très tôt, nous, on a vite compris que un des points faibles de notre système de santé, je suis, comme vous l'avez dit, je suis médecin-chercheur. Je travaille au Programme national de lutte contre le paludisme, donc sur les thématiques du le paludisme qui est notre première, la maladie la plus répandue au Togo et dans la sous-région dans le monde, qui concerne tout le monde, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans surtout. Et voilà, très tôt, nous avons compris, que ce soit au niveau de tous les programmes ou au niveau du ministère de la Santé, que vraiment un des maillons faibles pour vraiment poser les diagnostics des maux dont souffre notre système de santé était justement ce déficit en matière de recherche. Donc, très tôt, nous avons compris que si vraiment nous voulons soutenir tout ce que le directeur général de l'action sanitaire a dit, il fallait quand même qu'on accompagne tout ceci par des systèmes de recherche ou mettre en place au cœur du système ces questions de recherche pour pouvoir soutenir tout ce qui est fait. Donc ici, c'est un peu le modèle que nous avons pu développer à travers l'entreprise Epimode qui était déjà qui était implémentée en Europe. Et
nous avons compris que c'était possible justement de s'installer au Togo aussi et de continuer par faire de la recherche pour soutenir le système. Donc il fallait déjà qu'il y ait un environnement favorable qu'offre par exemple ce créneau Rencontre Africa, donc que ce soit en termes de fiscalité pour pouvoir s'installer et tout. Donc c'est petit à petit comme ça que le système, l'entreprise Epimoda a pu quand même s'implémenter. Nous sommes toujours dans la démarche pour vraiment ouvrir les locaux et je ne vais pas revenir sur les propos du directeur, il a déjà tout expliqué pour que vraiment nous puissions continuer à faire de la recherche pour soutenir le système. Donc, vous vouliez réagir, monsieur? Voilà, donc voilà, je suis un peu ce modèle-là que l'entreprise Epimoda a accompagné en renforçant nos compétences en matière de recherche pour permettre justement à notre tour de pouvoir former aussi des doctorants, mais sur place, au lieu de le faire à l'étranger. Et donc, dans un esprit justement d'aller vers ce renforcement du système-là pour pouvoir donner une place et soutenir tous ceux qui peuvent aussi vouloir faire de la recherche, qui, une fois encore, je le dis, est un des maillons faibles de notre système. Et il faut justement que le système aussi puisse, qu'on puisse peut-être réorienter peut-être des financements aussi vers ces structures-là et faciliter l'installation des entreprises qui veulent justement travailler dans ce domaine-là et soutenir le système. Je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment par rapport à ce qu'ils ont dit. Merci. C'est à 400 km environ, où il y a des écoles de formation paramédicale. Et à l'intérieur, c'était une école des auxiliaires. Ça, le Togo a allé en avant en mettant maintenant dans chaque région ces écoles pour former les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs de santé, eux, c'est à Lomé. Et ça a permis, ça veut dire qu'on a fait un rapprochement des écoles de formation vers les populations parce que après avoir le bac, certains, pour des raisons d'ordre social, il n'y a pas de moyens, sont bloqués. Et ça a ouvert une porte à beaucoup de bacheliers à passer ces concours et réussir. Donc la production des ressources humaines en santé ne nous pose pas trop de problèmes parce que nous avons la capacité. Il y a 2 universités. Avant, c'est l'université de Lomé, maintenant il y a l'université de Kara, où il y a la fac de sciences de santé. Donc il y a 2 facultés pour produire des médecins. Les pharmaciens, c'est à Lomé. Et donc ces ressources sont là. Maintenant, dans le cadre du projet dont j'ai parlé, c'est qu'il est question par rapport aux conditions que le gouvernement doit vraiment mettre en place pour que le projet avance, il est question de recruter 300 médecins généralistes pour ce niveau de base dont j'ai parlé. Recruter 4880 agents paramédicaux, donc ceux qui ne sont pas médecins. Ça, c'est par rapport à la cartographie donc, de nos formations sanitaires. Et on veut que si le gouvernement fait des efforts sur la période du projet, en recrutant ce nombre, c'est qu'on est sûr qu'en termes de ressources humaines, on a vraiment le minimum pour soigner. C'est un élément important. Et ça, les volets formation sont dedans. Maintenant, dans le projet, on allait au loin. On dit il faut renforcer aussi les capacités de ce que nous appelons les agents de santé communautaires. Je voudrais préciser que le projet ne couvre pas pour l'instant Grand Lomé et Maritime. C'est les 4 régions du Nord. Parce qu'on a tenu que le projet veut focaliser vraiment les moyens sur les couches les plus défavorisées. Et c'est pour ça, pour l'instant, pour le début du projet, on dit les régions vraiment. Et donc, l'agent de santé communautaire est celui-là qui a été retenu dans sa propre communauté, sur la base des critères prédéfinis en commun accord avec la formation sanitaire, pour que cet agent de santé puisse offrir un paquet minimum de soins, de premiers soins à sa population. Donc les soins préventifs promotionnels, là, ce n'est pas tout. Si je prends le PALU,
comme Dr Baka l'a dit, le paludisme simple, on se dit, on n'a pas besoin que ce soit toujours dans la fonction sanitaire. L'agent de santé communautaire peut donner les premiers médicaments pour paludisme simple. C'est quand il y a un signe de complication qu'il envoie. Ils sont formés pour ça. Donc, les agents de santé seront aussi formés pour pouvoir avoir le package pour pouvoir soigner. Parce qu'au-delà du paludisme, il y a la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, il y a la distribution communautaire des contraceptifs, la planification, elle rentre dedans. Et tout ça, cet agent de santé a une place dans ce projet. Voilà, c'est un élément très très important sur lequel j'avais omis d'en parler, mais c'est important parce que le capital humain, vous ne pouvez rien faire sans que vous ne mettez l'accent sur ça. Je voudrais aborder 2 autres points. Alors, c'est en termes de système d'information. Donc, nous avons une application, c'est le DISH2, que c'est avec l'OMS que nous avons ça, pour remonter donc l'information. Donc, c'est à travers cette application que les informations les données sont collectées, renseignées depuis la base. Et maintenant, on fait le traitement de l'analyse périodique et on sort donc les rapports d'activité, les rapports de performance des districts jusqu'à tout le pays. Et maintenant, ça permet, c'est sur la base de la bonne information qu'on prend la bonne décision. Donc, nous sommes en train de nous battre par rapport à ça. Et ça se passe bien. Même s'il y a des difficultés, il faut les surmonter. Donc, la digitalisation en elle-même a pris corps pour le rapport sanitaire. Et nous avons maintenant, par rapport à certaines interventions de masse, je crois que le Dr Baka ne va pas me contredire, on a fait une campagne de distribution des moustiquaires à imprégnation durable, c'était digitalisé. Donc, alors que c'est les agents de santé communautaire qui étaient ceux-là qui devaient donc aider le personnel pour faire cette distribution, ça a été fait. Et ce que nous sommes en train de faire pour la Covid-19, vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir une dose de vaccin anti-Covid-19 au Togo, c'est à travers une plateforme, on doit vous enregistrer. Et donc, nous sommes en train de ça, une plateforme, mais qui dit digitalisation dit coût. Donc, c'est aussi un investissement. Donc, je le dis parce que derrière ça, il y a le soft, mais il y a aussi le hard, et tous ces aspects méritent d'être vraiment, méritent beaucoup d'attention. Alors, c'est un peu dommage, s'il y avait un du secteur privé, on aurait mieux échangé. Je crois que le Togo a fait des efforts. Actuellement, je peux dire qu'au Togo, il y a une usine de production locale, c'est DoPharma, des solutés. Au lieu de transporter des liquides à travers le canal, soit c'est l'avion, alors que ça pèse et ça augmente les coûts de transport, il vaut mieux les faire localement. C'est l'idée qui est de départ. Et on est arrivé, le Togo est arrivé à faire ce lancement. C'est le chef d'État en personne qui s'est déplacé pour lancer donc l'inauguration de cette usine. Et au-delà des solutés, il y a même des médicaments, quelques médicaments qui sont en train d'être produits sur place. Je crois que ce partenariat-là pourrait aider pour s'assurer ou de garantir la disponibilité des produits essentiels donc, pour nos structures sanitaires. Bon, pour le volet de construction et autres, je crois que il faut ça. Et même pour certains équipements, on a consommé, il faut équiper. Je prends le volet des scanners pour les hôpitaux régionaux et les CHU. L'imagerie résonance, c'est-à-dire l'IRM. Et d'autres technologies de pointe, ça coûte cher. Et donc, ça peut faire l'objet de partenariats publics-privés. Mais, je le dis toujours, en santé, c'est vrai que bon, vous ne pouvez pas faire un partenariat sans pouvoir chercher un gain derrière. Mais en santé, il faut toujours se dire que l'aspect social doit être derrière. Parce que la population n'a pas l'argent pour venir payer facilement les soins. Même si nous sommes rentrés dans l'assurance maladie universelle, il faut faire de telle sorte que les dépenses de santé ne soient pas gonflées.
Et dans ce partenariat, il faut l'approche gagnant-gagnant. Mais avoir en tête toujours que c'est la santé et que donc l'accès financier, il faut le modeler pour ne pas regarder comme les secteurs où on dit, bon, but lucratif, pur, quand je dois avoir des gains. Non, non. C'est ce que je peux dire sur la question. Bon, malheureusement, on ne sommes pas là sur le plateau pour qu'on échange. Voilà ce qu'il fait. Sur l'aspect financement, Nicolas, quel est votre... sur la recherche, le financement, comment vous faites le lien? Juste remonter un petit peu en arrière. C'est effectivement les agents de santé communautaire. On peut les voir comme les premières ressources humaines de la recherche. C'est eux qui font remonter l'information et c'est grâce à eux, vraiment, on l'a vu avec le projet paludisme, qui nous permettent de savoir combien d'épisodes de paludisme ont lieu chaque année. C'est eux qui sont en première ligne pour faire les tests de dépistage, pour donner les traitements en première intention. Bref, ce sont eux qui détiennent l'information et qui la font remonter au niveau supérieur et pour qu'elles soient ensuite utilisées à des fins de recherche et à des fins de prise de décision. La digitalisation, effectivement, c'est un point important aussi. Il y a une session parallèle là-dessus. Pour moi, elle évoque la qualité des données. Et la qualité des données, elle va de pair avec une recherche rigoureuse qui est communicable et qui est fiable. Lorsqu'on communique des données de qualité qui sont exhaustives à l'échelle d'un pays, on rend visible le travail de tout un programme, de tout un ministère, et on attire des financements. On attire des financements des organisations internationales, on attire des financements du domaine privé également. Monsieur le directeur évoquait DoPharma, qui produisent des solutions intraveineuses, mais également quelques médicaments. De grands laboratoires pharmaceutiques pourraient venir ici tester également leurs vaccins, leurs médicaments. Et peut-être ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une infrastructure fiable pour mener ce genre d'études et des chercheurs pour mener à leur côté ce genre d'études. Pour prendre un exemple, le vaccin RTSS malaria a été testé dans 9 pays de la sous-région, mais pas au Togo. Pourtant, il aurait pu l'être. Il est possible de faire des essais cliniques au Togo, qui auraient pu être partenaires du développement de ce vaccin. Donc, pour moi, tout existe pour valoriser le travail, pour faire un travail de grande qualité. Il faut le rendre visible, et ça attirera des financements, des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, peut-être même des chercheurs d'Europe qui viendront travailler ici, plutôt que l'inverse. Voilà, c'est un peu ma réaction là-dessus.